Bienvenue dans notre podcast. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode, le podcast Cœur à cœur connecté avec Eleni. Je suis Rita Benbrahim, coach et thérapeute Peak State. Bonjour à vous tous. Bonjour Rita, moi je suis Eleni Catio, psychologue clinicien, psychothérapeute et thérapeute aussi de Peak State, là où j'ai eu la chance de rencontrer Rita. Et aujourd'hui, alors, c'est Rita. Et avant qu'on commence la thématique, je voulais dire que notre station, c'est d'accompagner des femmes qui estiment par des différents symptômes qu'ils se trouvent dans une dépendance affective ou qu'ils vivent un vide dans les satisfactions. Voilà. Et notre intention vraiment, c'est d'accompagner cette femme parce qu'on croit vraiment que ça peut changer. Mm. Vous pouvez être des femmes libres où vous trouvez l'essence de votre vie et vous êtes en joie. Alors, c'est vraiment avec Rita, on crée cet espace des essences, des réflexions, et c'est avec grand plaisir de vous lire et échanger avec nous. Alors, Rita, aujourd'hui, on va Oui, parler de quoi? donc on va parler en fait d'un sujet qui touche probablement des milliers de femmes et dont il n'y a pas beaucoup de monde qui ose en parler en fait, de ce vide émotionnel, de ce vide qui persiste, même quand tout va bien en apparence. Eleni, euh, avant de plonger dans le sujet, je veux te poser une question. Euh, c'est quoi pour toi le moment où tu as vraiment compris ce que c'était, ce vide émotionnel? Dans mon expérience personnelle, c'était le moment où je faisais mes études. Et jusque-là, j'étais tout contente dans ma vie, mon petit nuage du bonheur d'étudiante. Vraiment, et je m'amusais, je faisais mes études, j'avais mes amis, etc. Et à un moment donné, bingo, je tombe amoureuse. Et, et là, je ressens des choses d'état amoureux, choses qui étaient trop bien, mais il n'y avait pas la réciprocité dont moi j'avais envie. Et à un moment donné, ça avait commencé quelque chose, mais pas dans la continuité comme moi j'avais imaginé, etc. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à ressentir des émotions diverses que je ne pouvais pas identifier, mais vraiment, c'était comme je tombais à un vide. Et c'est le moment où j'ai pris conscience que c'était très, très inconfortable pour moi. Je ne pouvais pas supporter ce vide et j'ai commencé mon travail thérapeutique sur moi. Alors, le vide, vraiment, pour la première fois, je l'ai ressenti comme ça. Mhm. Et toi? Moi, je pense que ça remonte à l'adolescence. C'est ça, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Et à partir de là, c'est comme si c'était difficile pour moi d'être juste dans mon corps, en fait, d'être vraiment présent dans mon corps. J'étais beaucoup dans la fuite. J'étais aussi dans ma tête, en fait, à essayer de créer un monde imaginaire. Euh, Tout ça pour justement éviter de ressentir ce vide, en fait, qui me faisait peur finalement. Et ça a duré beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Ça, c'était présent dans mes relations amoureuses, c'était présent dans mes relations familiales. En fait, c'était présent partout, même au travail. Je ressentais ce vide et j'essayais de compenser par différentes manières. Puis petit à petit, on dirait que ça a créé c'est comme ça a créé comme un manque de confiance en moi, un manque d'estime de moi. Je cherchais beaucoup à l'extérieur de remplir ce vide. Euh, que ce soit par bon, des relations amoureuses, que ce soit par de la nourriture des fois même. Euh, Oui. donc, euh, donc ça a quand même beaucoup d'impact sur la vie, sur notre vie en fait. Et puis bon,
Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble, Eleni. Oui. Donc, d'un point de vue psychologique, comment tu expliques ce vide émotionnel à tes patientes? Si tu, par exemple, tu reçois une patiente, comment tu l'amènes à peut-être comprendre ça ou à peut-être connecter avec cette partie-là, malgré la peur, malgré toutes les résistances qu'on puisse avoir? Je vais répondre en donnant un exemple. Je trouve ça plus simple pour les personnes qui nous écoutent Mhm, d'écouter l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui était en couple euh, pendant des années. Et elle était, à l'époque, elle était étudiante dans la médecine, et lui aussi, ils se sont connus, et voilà, ils ont créé leur vie ensemble. Jusque-là, tout ça allait bien pour elle. Elle était médecin, elle était en couple, elle faisait tout ça qu'elle devait faire pour sa famille, pour ses enfants, sa maison. Et après les années comme ça avançait, ça avançait, ça avançait. Cette femme, à un moment donné, elle est tombée malade avec un cancer. Quand elle m'a dit ça, c'était comme un événement de son histoire, pas plus, pas moins. Justement comme ça. Et c'était pas la cause qu'elle a demandé une aide. C'était pas la maladie, parce qu'en plus elle était médecin, voilà, elle a vécu ça qu'elle a vécu, elle a guéri comme elle a pu guérir, et voilà. Le moment où elle a ressenti le vide, c'est quand son mari lui a dit, voilà, je vais plus être avec toi. Je t'aime, mais je ne peux pas continuer la vie de couple parce que j'ai envie de vivre quelque chose d'autre au niveau des désirs sexuels. Alors, elle, à ce moment-là, elle est tombée dans un vide. Elle est tombée dans un trou. Que jusqu'à ce moment-là, elle remplissait avec toutes ses occupations. Elle s'est jamais posé la question. Quand l'autre lui a dit, voilà, maintenant, moi, je pars, elle s'est effondrée. Parce qu'elle, elle avait, depuis qu'elle était étudiante, elle avait donné toute sa vie, toute son existence, tout son sens de vie à lui et à sa famille, mais pas consciemment. Et consciemment, elle répondait juste à une sécurité qu'elle avait besoin de ressentir. Et que lui, il lui a répondu à cette sécurité. Après, elle était en sécurité. Elle n'a jamais posé la question si elle était heureuse comme femme, dans sa vie de femme, ou en général, dans sa vie. En général, tous les matins, je me lève, je me sens comment. Jamais la question. Je me sens en sécurité. OK, je donne tout, je fais tout. C'est parfait. Et à ce moment-là, quand elle s'est effondrée, elle est venue au cabinet. Mais là, j'avais affaire, quand j'ai accueilli ce vide, j'avais affaire avec une petite fille, avec toute cette histoire de cette femme, où elle a eu le ressenti de ce vide, mais jamais identifié depuis qu'elle était petite fille. Et c'était une manière d'attachement, pas sécu, etc., qu'elle a fait vivre dans la sécurité, alors dans la vie affective comme adulte, elle a créé une relation dépendante à répondant dans cet besoin de sécurité. Elle était comme éblouie. Alors, via ce travail, l'accompagnement qu'on a pu réaliser, mais elle a pu comprendre que dans ce vide, elle avait la peur de la solitude. C'était la peur primitive. Je ne peux pas être seule. Dans ce vide, il y avait la impossibilité d'être connectée avec elle-même et se poser la question, est-ce que j'ai envie
de faire ça. Alors, pas la possibilité de mettre des limites, de dire oui, non, je vais faire ça ou etc. C'était juste qu'est-ce qu'il veut lui, qu'est-ce qu'ils vont mes enfants. Jamais elle, elle n'existait pas. Dans ce vide, il y avait la non valeur de sa beauté physique. Quand lui, par exemple, il avait parlé, je vais chercher quelque chose au niveau sexuel ailleurs parce que tu me fais pas me sentir désirée, mais elle a pris la responsabilité. Elle est allée chercher tout de suite. Mais comment ça? C'est, je lui crée pas le désir, je lui donne pas, je le séduis pas, je sais pas. Elle s'est sentie perdue dans la confusion, dans sa féminité. Alors, tu vois que le premier truc, c'était vide, effondrement. Et après, dans cette vide et dans cet effondrement, on trouve plusieurs, euh, plusieurs ressentis qui nous, qui nous créent le besoin d'aller être dépendant avec à quelqu'un parce qu'on croit que comme ça, on va être en sécurité. Et c'est juste une réponse à, à ce vide, à tout ça qu'on vit dans ce vide pour pouvoir survivre. Mais on n'est pas conscient. mm, C'est un mécanisme qu'on développe à ce moment-là. Et dans les relations amoureuses, c'est là où on cherche, on répète consciemment les choses. Et on ne peut pas identifier. Et dans la vie, on crée des liens comme ça, on se sent en sécurité. À un moment donné, l'autre, avec son histoire ou à cause de son histoire, boum, bam, n'est-ce pas, il nous présente quelque chose d'autre. Et nous, on se trouve perdus. mm, Tout ça, c'est fou. mm. Alors, si tu veux, j'ai amené cet exemple parce que pour moi, dans cet accompagnement, il y avait tout. Et on a accueilli avec cette femme tous ces, tous ces parts, hein, les parts qui avaient vécu la solitude, la petite fille, l'ado, la femme qui cherchait après sa sexualité. Et comment ça s'épanouit dans ce cadre thérapeutique et dans cet accompagnement. Elle a pris conscience pourquoi elle fonctionnait comme ça. Elle a désidéalisé cette personne où elle était attachée comme ça. Ah, mon, sans lui, je ne peux pas vivre. Elle a eu le temps de venir à son corps, accueillir, entrer dans ce vide. Oui, on accueille ce vide, on va aller écouter les histoires, ok, qui nous racontent tous ces vides-là. Et par la suite, quand on libère, on écoute cette histoire, on travaille avec les émotions, on va guérir tous ces traumas, blessures, etc. Mais dans ce coup, on est à nous et on est à la reconnaissance de notre valeur. Mm. On commence à reconnaître que nous existons, que oui, c'était une illusion, tout ça qu'ils avaient mis en fonction pour survivre. Et à la fin, je peux exister sans cette personne-là. Je peux exister seule. Parce que je commence à écouter mes besoins, à me reconnaître. Mm. J'ai la clarté. Et c'est un parcours magnifique. Mhm. Et je ne le dis pas pour cette femme seulement que j'ai vu les résultats avec elle, mais c'est mon expérience. Peut-être que je n'avais pas tout ça, mais moi, par exemple, j'ai vécu cette peur d'être seule et Mm. ce besoin d'être euh, en présence de quelqu'un pour pouvoir être en joie. Et j'avais travaillé sur moi, voilà pourquoi j'ai besoin de quelqu'un pour être en joie ou me sentir aimée, etc. Mm. Et quand on débloque cette, cette ressenti-là, on peut trouver des croyances, on peut trouver mille choses. Qu'est-ce qu'on a associé dans notre corps comme émotion, comme situation, comme ne sais pas quoi, croyances limitantes, comme on dit.
Mais voilà, quand on libère tout ça, quand on comprend, mais on est aligné au niveau mental, au niveau corps, au niveau cœur, mais là, on se sent plein. On n'est plus dans ce vide-là parce qu'on est dans notre corps, on est aligné. Hmm. Voilà l'exemple que j'ai pu amener. C'était peut-être un peu Mhm. long, mais c'était voilà toute l'image de ce cas Hmm. que je n'ai pas donné un nom, on peut l'appeler Marie-Christine, Corinne. C'était une femme, entre d'autres, voilà, qu'on raconte Mhm. Oui, en fait, c'est cette vraiment problématique. ouais, un bon exemple de ce qu'une personne peut vivre quand elle vit un vide et aussi comment ça se manifeste dans sa vie. C'est quoi les mécanismes de protection, compensation, tout ça qui se mettent en place. Une autre image, en fait, vraiment très basique, c'est comme si, je dirais, on se blesse dans le bras et là, tout d'un coup, ça fait trop mal. Et là, on se déconnecte de son bras. On n'a plus envie de ressentir ce bras et on Très rejette bien. complètement son bras et là, on va chercher ailleurs un autre bras, Oui. peut-être dans un partenaire, dans quelqu'un de notre famille. Et là, on prend le bras et on essaie de le mettre, mais bon, ça marche pas en fait, ça fonctionne pas. Et toujours, on ressent ce vide qui nous manque quelque chose. Et en plus, ça atteint petit à petit notre estime de soi, notre image qu'on a, c'est ça, notre image de soi. Et puis, c'est comme si on veut on se déconnecte de notre bras pour pas ressentir la douleur, la blessure, mais il y a une douleur à plus être connecté à son bras. Et ça, on se rend pas compte en fait avec le temps. Euh, et c'est sûr que, comme tu disais dans ton exemple, si elle avait la sécurité, bah ça remplissait quelque part un besoin chez elle et du coup, il y avait plus besoin ou c'est engourdissait cette partie-là, ou ça. euh, et le truc, c'est que ce qu'on remarque, c'est que dans des moments de transition, comme tu dis, son mari a décidé de se séparer. Ça peut être aussi un changement de vie, un déménagement. Ça peut être, en fait, on se rend compte que dans ces moments-là, on dirait que ça reprend, ça revient à la surface. Et c'est là où les gens nous consultent, en fait, ou viennent nous voir. Euh, il y a aussi d'autres façons dont le vide se manifeste. En fait, c'est par exemple, moi j'ai déjà eu des clientes où tout allait bien en fait. Tout allait bien dans leur vie, le travail, la carrière, c'est ça, la famille, la maison. Mais elles ressentaient quand même quelque chose qui manque en fait, comme un vide justement. Et puis c'est aussi de se culpabiliser, de se dire, OK, mais ma vie elle est bien, mais pourquoi je me sens pas heureuse par exemple, ou pourquoi je me sens pas épanouie, pourquoi je me sens pas complète. Euh, et donc c'est comme s'il y a quelque chose qui manque en fait. Et donc ça c'est des exemples en fait de manifestations de vide. Il y a aussi, c'est ça, l'incapacité de poser ses limites parce qu'on a peur d'être abandonné, parce qu'on a peur que l'autre qui remplit un besoin vraiment vital décide de partir. Et puis finalement, on se retrouve aussi à être un peu dans la manipulation, dans le contrôle. L'autre remplit un besoin vital, donc on veut pas le perdre, on veut qu'il reste. Et donc là, ça amène des comportements assez toxiques, on va dire, parce que c'est une question de survie en fait. Et donc, on a peur de s'affirmer, on a peur de dire non, on a peur d'être seul, on se sent pas exister sans le regard des autres, on a ce sentiment constant qu'il y a quelque chose qui va pas avec nous, en fait. Pourquoi je suis pas heureuse? Mais je fais tout pour être heureuse. Pourquoi je me sens pas complète? Mais pourtant, j'ai mes bras, mes jambes. Pourquoi j'arrive pas à être seule? Pourquoi? Et donc, il y a Mm. beaucoup c'est ça, de frustration et puis de blâme. En fait, on se blâme pour ce qu'on vit. Alors que le vide, en fait, en soi, c'est pas un problème. C'est un message. C'est un message que notre Ah corps oui. nous donne. Euh, et Le vide où s'acceptons, mais ça peut être le vide, mais ça peut être la peur d'être seul ou la peur d'être quitté, abandonné. Chaque personne puisse avoir un ressenti différent. Mais s'il y a quelque chose, s'il y a un ressenti inconfortable, c'est comme un appel aussi que notre corps fait, notre âme fait pour qu'il nous dise, vas-y, prends soin de toi. hmm.
C'est Et ça. de ne pas avoir, parce que dans les accompagnements aussi que je vois et j'observe qu'il y a la peur d'aller voir ses ressentis. Mhm. C'est comme dans mes accompagnements, quelquefois, je dis, observez ces ressentis-là, cette part qu'elle ressent comme ça, mais, et il y a la difficulté d'observer parce que ça fait peur, parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle la rejette, parce que bah, ça fait ressentir d'autres émotions alors que c'est pas agréable. Alors c'est important d'accueillir voilà, ces ressentis inconfortables avec bienveillance. C'est juste un signe que quelque chose demande à être transformé à quelque Mm. chose d'autre, plus positif Exactement. pour la personne. Et c'est Mm. bien. Et mais quand on prend conscience de ça et on demande un accompagnement ou on parle de ça, je sais pas, il y a plein de choses actuellement qui puissent, où on peut s'adresser pour demander un accompagnement, une aide, etc. Mais on se sent après libéré et on peut vivre notre vie entièrement. Mm. Donc c'est vraiment, c'est ça, une façon pour nous de voir peut-être que la vie qu'on a créée, elle nous correspond pas en fait. Peut-être qu'on sent que cette vie, elle n'est pas vraiment authentique, qu'on a construit notre vie avec, par exemple, ce qu'on a appris en étant enfant, conditionnement social, des mécanismes de survie, ce qu'on croyait être nous, mais en fait c'est pas vraiment nous. Je me rappelle une fois, j'avais entendu une cliente dans un atelier qu'on faisait ensemble dire mais je sais même plus qu'est-ce que j'aime manger, en fait. C'est ça qu'elle disait. Elle dit, je sais même plus qu'est-ce que j'aime Oui, manger. Ça va mm, jusqu'à là, en fait. S'efface oui. complètement, on s'oublie dans des rôles aussi. Par exemple, le rôle de mère. Et c'est là où on voit euh, quand les gens vivent des transitions, quand des femmes vivent des transitions où leurs enfants quittent la maison, vont étudier, en tout cas, ailleurs, ou déménagent, tout ça. On voit que, bah, en fait, ils se sont tellement associés à ce rôle d'être mère que sans leur enfant, en fait, qui suis-je finalement? C'est comme si elles se sont associées à ce qu'elles font. Est-ce qu'elles font pour les autres? Est-ce qu'elles font au travail? Ben Est-ce oui, que, oui, elles parce que passent qui c'est elles sont. Hmm, parce que c'est comme ça qu'elles sont considérées, qu'elles sont aimées. hmm, Pour moi, c'est très important et je pose souvent la question, comment vous croyez que vous étiez aimé? hmm, Parce que si elle était aimée, par exemple, une femme, elle avait compris, je suis aimée seulement quand je donne, mais elle va continuer le mhm, même comportement parce que c'est comme ça qu'elle a compris qu'elle va être aimée. hmm. Et elle croit que ça, c'est la normalité. Donner et rien recevoir le minimum ou, voilà, un peu. Hmm. Ouais, on se rend Et compte que ces personnes-là aussi ne sont pas connectées à leurs besoins, en fait, plus aux besoins de pas l'autre. du tout. Les Oui. autres, les autres, les autres. Et puis, il y a aussi, donc, des fois, a, quand on a des besoins et qu'on est plus dirigé vers les autres, ben, on se déconnecte de soi aussi, on se déconnecte de ses besoins, on se valide pas, en fait, dans ce qu'on vit. Ah oui. Et on a peur d'être rejeté, comme tu dis. On se dit, OK, si je fais ça, pour l'autre, il va m'aimer. Mais si je le fais pas, il va me rejeter. Peut-être si je dis non, il va me rejeter. Si je lui exprime mes besoins, il va me rejeter. Euh, et en fait, c'est ça qui se passe. Donc maintenant, si on parle plus de la transformation, en fait, comment on passe justement de cette vie où on est déconnecté de soi, on ressent un vide, où on a peur. En fait, on vit dans la peur finalement. On vit dans la peur, on vit dans la survie, on vit dans, on essaie de forcer les choses, de manipuler, on a des mécanismes Ah pour oui. essayer de survivre. Comment on passe de cette vie de survie à une vie où on est épanoui, on est heureuse, on est dans la joie, où on est connecté à ses besoins, où on sait où on va, on est aussi plus créatrice de sa vie, en fait, où on crée une vie qui nous correspond, une vie où on est authentiquement content. Déjà, pour Mhm, ça, il il y a il y a des personnes qui croient que, mais je suis comme ça et je vais rester comme ça. C'est impossible que ça change. Alors, il est de point A
il passe pas au point B parce qu'il croit qu'il n'y a pas la solution. C'est Ils comme sont ça. comme résignés, en fait, c'est ça. Il y a comme une Voilà. résignation qui s'installe. Alors, comment on peut modifier ça? Mais pour moi, d'après moi, c'est important de, de se poser la question de choix. Est-ce que je choisis de rester à ce niveau-là, de prendre conscience déjà que quelque chose, ça va pas. Et Hmm, après, de se poser la question, je prends conscience que ça va pas, mais qu'est-ce que j'ai choisi? Est-ce que je hmm, reste à cette position-là que ça va pas hmm, ou je vais changer? hmm, J'ai envie de modifier le ça va pas. hmm, Ça, hmm, c'est la première chose hmm, pour pouvoir, parce que moi, dans mes accompagnements, même des premiers rendez-vous, j'ai dit aux personnes qui j'accompagne, vous avez le pouvoir à choisir, la liberté hmm, à choisir. hmm, hmm, Le choix, c'est à vous. Nous, comme thérapeute, qu'est-ce qu'on fait? On donne les clés, on hmm, donne les moyens, on accompagne. hmm, Mais après, tous les pouvoirs, c'est justement, ils se trouvent à eux-mêmes. hmm, Et c'est leur désir, leur choix, et accompagné par le désir de modifier les choses, hmm, de changer les choses. hmm. Et tout, c'est possible. Après, Ouais. le comment, ça peut être Mais je plusieurs suis d'accord, méthodes. en fait, la première étape, c'est vraiment d'arrêter de fuir ou d'arrêter d'essayer de trouver des façons de pas ressentir, en fait, ce vide. Parce que moi, pour avoir fait énormément d'années de développement personnel, à un moment, je me suis mise à utiliser le développement personnel pour fuir, en fait, ce ressenti que je voulais pas ressentir. C'est tellement inconfortable, tout ça. Donc, en fait, je dirais vraiment la première étape, oui, prendre conscience, comme tu dis, que quelque chose ne va pas, et aussi s'arrêter, en fait. Juste arrêter de fuir, s'arrêter de courir, de regarder des films, de manger plein de choses, de faire même des... Il y a des gens qui fuient à travers le sport. C'est santé de faire du sport. Mais ça, tout peut être utilisé pour fuir, en fait, ce Oui, ressenti. En fait, le vide ou peut-être les émotions qu'on ressent, c'est comme des alarmes, en fait. C'est comme des messagers. C'est là pour nous donner un message. Et si on est toujours à essayer de courir ou de fuir ou de pas ressentir, ben, en fait, on se coupe de ce message-là. Et je dirais que c'est encore plus difficile pour les personnes qui sont hypersensibles parce qu'elles ressentent tout fois mille, en fait. Et du coup, c'est encore plus peut-être, je dirais, souffrant, euh, mais dans l'inconfort ou de se poser, de ressentir ce qu'il y a, il y a quelque chose qui se crée en fait. Il y a comme un mouvement qui se crée, il y a comme une libération qui se fait. Et on a beau essayer de fuir pendant des années, on se ramène toujours à ça en fait. On revient, il faut être dans son corps et il faut se connecter à soi et il faut arrêter de fuir. Et je pense que même 5 minutes par jour en fait, t'as pas besoin de passer des heures en méditant, tout ça, peut-être 5 minutes, de se connecter à soi, de se poser des questions, comme tu dis, de se dire, OK, qu'est-ce que je ressens? voilà, comment je Comment, le sens. c'est ça, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Qu'est-ce Si tu qui, veux un simple exercice que quelqu'un puisse faire tous les jours pour qu'il se sente un peu plus près de soi, c'est comment je ressens aujourd'hui. N'importe quel moment de journée, on peut se dire comment je ressens aujourd'hui. Qu'est-ce que d'aller essayer d'identifier ça que je ressens. Hmm, Ça, c'est une chose. Et c'est une habitude après. Quand on commence, peut-être la première fois, on ne sait pas, ou on veut pas, ou etc. C'est OK. Allez, je le fais. La hmm, même question, je me pose la même question. Qu'est-ce que je ressens? hmm, Comment je ressens? Même si je suis au boulot et c'est mon patron qui me dit quelque chose et voilà, ça m'active à quelque chose. OK, qu'est-ce que je ressens? Comment je hmm, ressens? hmm, Après, est-ce que j'ai fait tout ça? Est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que j'ai fait tout ça que je devais faire? hmm, Allez, c'est au niveau parce que notre vie, c'est aussi, voilà, je dois faire des choses, etc. Et la troisième, mais qu'est-ce que je vais faire comme bah, plaisir? Qu'est-ce que je vais m'offrir comme hmm, plaisir? hmm.
C'est quoi Mm, maintenant? Ok, j'ai tout fait. mm, C'est quoi maintenant que je vais m'offrir comme un plaisir? mm, mm, Et petit à petit, voilà, on vient plus près de nous. mm. Et il y a un truc que j'aime bien en fait utiliser, c'est de dire, OK, si j'avais une baguette magique et que tout était possible en fait, qu'est-ce que je ferais ou qu'est-ce que je créerais ou qui est-ce que je serais en fait? Je trouve que ça, parce que des fois on se dit, oh mais c'est pas possible et blablabla, mais si tout était possible. Et là, ça nous connecte aussi à ce qu'on veut vraiment en fait, à ce qu'on veut vraiment et que des fois, parce qu'on a des croyances limitantes, parce Ouais. que on croit que c'est pas possible, tout ça, que on se permet même pas en fait. Oups, on se permet même pas d'explorer ça. On se permet même pas de se dire ok, c'est possible peut-être, possible d'aller en voyage ou de faire ce voyage dont j'ai toujours rêvé ou de peut-être de changer de travail ou peut-être de peu importe en fait qu'est-ce que c'est. Donc vraiment, et c'est là où je pense où on construit une vie ou une identité qui est plus authentique à nous. Parce que des fois, on est en mode survie, on a des croyances, on pense que c'est pas possible, mais on rêve de faire ça, on rêve d'être ça, on rêve, et ça paraît, comme tu dis, on se résigne, on se dit, mais c'est pas pour moi, peut-être que j'ai pas les capacités, peut-être que j'ai pas la possibilité, à cause de ma famille, à cause du pays où j'habite, peu importe, en fait. Et je pense que quand on se connecte à ce qu'on veut vraiment, à notre passion, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous rend vivants, à ce qui nous fait vraiment, c'est ça, à ce qui fait un peu battre notre cœur, ou nous excite ou quelque chose comme ça, et bien là, on commence à se rapprocher de ce qu'on veut vraiment et créer une vie qui est plus authentique, qui est plus alignée, euh, et, euh, et c'est pas la perfection, on s'entend bien. Des Oui. fois, on peut, c'est ça, c'est une vie alignée, ça veut pas dire parfaite, ça veut dire Ah non, pas du cohérente. tout. Ouais. Pas du tout. Et en plus, pour moi, le plus important dans ce travail qui puisse faire une personne, surtout quand il est dans la dépendance, dans la sécurité, dans le besoin de validation, etc., il apprend à être lui-même, à être authentique. C'est ça, je suis authentique, je suis moi-même. Et en Hmm, plus, j'évite à manipuler les autres, ça veut dire, parce qu'il y a, dans les dépendances affectives, il y a la personne qui est dépendante, il donne tout, mais en attendant un retour. Et ça, c'est quand même, voilà, hmm, mais ça, derrière, c'est une manipulation. Je te donne, mais j'attends que tu vas me donner toi aussi. Tu vas être là toujours. hmm, hmm, Et quand on vient on- nous connaître vraiment, nous accepter tel qu'on est, à notre authenticité et à notre unicité, mais voilà, on aime comme, voilà, dans toute la simplicité. hmm, hmm. Oui, en fait, il y a de ça aussi, de se dire, OK, si je suis libre et que l'autre est libre dans la relation, par exemple, est-ce que la personne va rester? Donc, on est dans la peur et on essaie de contrôler les choses et on sait, comme tu dis, alors que quand l'amour est libre, ben, en fait, c'est plus authentique, on sait que c'est ça. En fait, et puis c'est exactement ça finalement qu'on fait. C'est ça notre processus renaissance qu'il y a dans notre programme qu'on a créé justement. C'est la première phase, c'est qu'on prend conscience. La deuxième phase, c'est qu'on libère les croyances limitantes, on libère les schémas répétitifs. Et ensuite, on commence à construire. OK, on se pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment construire? Et on construit parce qu'on est plus connecté à soi, on est plus connecté à ce qu'on veut vraiment. Et finalement, ben, on vit la vie qu'on veut vraiment vivre et on rayonne là-dedans. Et on rayonne, je pense que quelque part, on inspire aussi les autres femmes autour de nous à se choisir, à faire ce processus, à, à vivre de façon épanouie, à ne plus rester résigné à une vie qui ne nous correspond pas, où on n'est pas vivante, où on n'est pas dans la joie, euh, et c'est exactement pour ça qu'on a voulu créer ça, en fait, pour justement permettre à ces femmes et accompagner ces femmes dans ce processus-là, parce que tout le Oui. monde mérite de vivre une vie alignée, authentique, épanouie. Et ça nous passionne aussi, d'un point de vue, je veux dire, professionnel, c'est sûr, mais
aussi parce qu'on est passé par là. Euh, ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet que personnellement, mais j'ai traversé Mm. moi-même. Mais comme je dis, peut-être pas avec tous ces ressentis, etc. Mais même si on a un ou deux ressentis, ça suffit pour qu'on ne soit pas bien. Et il y avait même des phases où j'ai cru que je ne pourrais jamais dépasser. Pour cela, je l'ai dit avant. Alors, du moment où j'ai dépassé, j'ai traversé, c'est avec grand plaisir que je puisse contribuer à ces libertés, à ces joies. Dans la dépendance affective, on manque de joie. On peut être dans la sécurité, mais on n'a pas ça qui vibre en nous. Mm. Parce qu'à la fin, on est dans la sécurité d'une relation, etc., mais on vit pour l'autre, on ne vit pas pour nous. Mm. Alors c'est vide, ça s'installe. Mm. Et on se pose jamais la question. Alors, ça manque la joie de la vie. Et Mm. pour moi, si tu veux, c'était très, très, très important de, de contribuer à, allez, je vais contribuer pour une femme trouve la joie de la vie, la simplicité de la vie. En plus, la vie, c'est simple, c'est ma croyance à moi. C'est nous qui complique la vie toujours. Mm. Alors, voilà, c'est avec grande joie qu'on peut collaborer, qu'on peut créer ces ponts de transformation. Mm. Avant de partir, en fait, j'aimerais peut-être donner un exercice très très simple qu'on peut faire Mhm, aujourd'hui à celles qui nous mhm, écoutent. Et c'est vraiment de bon, prendre un papier et un stylo et de se poser ces trois questions. Qu'est-ce que je ressens vraiment en ce moment? Donc vraiment de connecter avec où est-ce que vous en êtes dans votre vie, comment vous vous ressentez dans votre corps, c'est quoi. Et je pense que là, ça vous connecte à votre point A. Et ensuite, de vous demander, OK, de quoi ai-je vraiment besoin? Pas ce que je devrais avoir besoin, mais ce dont moi j'ai besoin. Pas ce que l'autre a besoin, ou vraiment de connecter avec cette part de nous qui sent qu'il manque quelque chose. Et de se dire, OK, de quoi ai-je vraiment besoin? Et ensuite, de se dire, c'est quoi la plus petite action que je peux faire aujourd'hui pour honorer ce besoin? Vraiment un truc, ça n'a pas besoin de nous prendre beaucoup de temps, mais c'est de s'honorer, d'honorer ce besoin, de s'écouter, de se prioriser, et vraiment avec des petites actions très simples, comme tu dis, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Alors voilà, donc je pense que s'il y avait une chose que celles qui nous écoutent devraient retenir aujourd'hui, c'est vraiment que le vide, c'est pas une punition. C'est pas une punition, c'est vraiment une invitation. Une invitation à revenir à soi. Une invitation à se reconnecter à soi. Donc, il n'y a pas de, vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas, il n'y a rien de fondamentalement déficient ou cassé en vous. C'est vraiment un appel à revenir à vous. Euh, et voilà. En fait, je pense que c'est ça que, je sais pas, Eleni, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou donner un mot de la fin? Mais moi, j'ai envie de dire que chaque ressenti est confortable qu'on peut avoir dans notre vie. Et on peut dire, je suis fragile ou je pourrais pas, je suis puissante ou je, je, je me sens figée dans cette chose-là, inconfortable, mais qu'on l'accueille. Je souhaite vraiment qu'on l'accueille comme un point de départ pour arriver à voir notre force Hmm. et qu'on peut transformer cette vulnérabilité, ces souffrances, ce blocage, qui est tout à fait normal, c'est la vie, c'est OK. Mais on a la possibilité de transformer tout ça. Hmm. Alors vraiment, je souhaite que notre podcast soit une invitation ou allons-y voir un ressenti confortable comme un point de départ
pour aller à un autre point plus fort. Hmm. Et surtout aussi, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Donc, merci d'avoir été là aujourd'hui. Si cet épisode vous a touché, partagez-le à une femme qui en a besoin. Et on vous retrouve dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Vous le méritez. Merci. Merci, Rita.